toutes les Togolaises et les Togolais qui sont à l'écoute de Taxi FM ce matin et saluer toutes les instances de notre parti, Union pour la République Unie, et son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Avant d'aller sur cet aspect du sujet, je voudrais rappeler que, à l'initiative de l'Assemblée nationale, il y a une réforme sur une nouvelle méthode de gouvernance de notre pays qui a été proposée aux Togolais. L'Assemblée nationale a voté, la loi a été promulguée le 6 mai, la loi est déjà entrée en vigueur parce que la loi entre en vigueur dès sa promulgation. Et actuellement, nous sommes dans une période transitoire qui va conduire à l'installation des institutions clés qui bouclent la boucle. Le ministre des Droits de l'Homme, que je profite de l'occasion pour dire toutes mes admirations et saluer l'initiative qu'il a engagée, a entrepris une tournée de sensibilisation sur cette nouvelle constitution à l'endroit de nos citoyens. Nous ne perdons pas de vue qu'il est également le ministre en charge de la formation à la citoyenneté. Donc, à cet instant où le processus est suffisamment avancé, il me paraît nécessaire de continuer la pédagogie, de continuer par expliquer, de continuer par donner l'information, parce que nous avions fait une tournée sur le territoire national pour sensibiliser sur cette nouvelle constitution. Quand le chef de l'État avait demandé sa seconde lecture, nous avons profité pour faire une tournée sur le territoire national pour sensibiliser. Mais vous convenez avec moi que la répétition est la meilleure forme de pédagogie. Donc, à cet instant clé du basculement total et effectif, nous estimons que cette tournée du ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec l'institution est venue à point nommé. Donc on estime on a l'impression que le message ne passe pas, c'est pourquoi le ministère en charge des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté renforce cette communication en faisant donc une tournée dans les différentes régions du pays. Non, sur cet aspect, je voudrais souligner deux choses. La première, vous savez que en ce moment même où nous sommes en train d'aller au parachèvement de la mise en place des institutions, il y a certains partis politiques de l'opposition et quelques organisations de la société civile qui, après pratiquement un an, sont ressortis de leur coma et qui ont commencé par servir au peuple ce que la Constitution n'a pas dit. Et continue cette fois-ci en venant sur le fond du texte et en parlant par exemple que l'Assemblée nationale est dépouillée de ses prérogatives, le président du Conseil a des prérogatives excessives, l'Assemblée nationale n'a pas le droit de voter une motion de défiance contre le gouvernement. J'estime que à partir de cet instant où certaines formations politiques ont l'unique objectif de semer la confusion au sein de l'opinion, il est du devoir du ministre en charge de la formation à la citoyenneté de continuer la sensibilisation de manière pédagogique. Et je crois que nous, en tant qu'initiateurs de ce texte, c'est également dans ce cadre que nous sommes ici. Le second élément, je vais parler de deux aspects. Le second élément, c'est que si nous analysons un peu les résultats des élections législatives passées, les élections qui ont eu lieu juste pendant que le texte a été adopté et qu'il est en attente d'être promulgué, nous sommes engagés
dans une consultation électorale qu'est les élections législatives. Et vous savez que cette réforme donne prioritairement le pouvoir à une participation citoyenne plus accrue. Donc nous, étant convaincus de cette réforme, après cette tournée, nous sommes revenus devant le peuple pour demander s'ils ont accepté cette réforme comme ils nous l'ont dit après nos explications, s'ils l'ont compris, ils n'ont qu'à voter le parti UNIR en lui donnant une majorité sans appel. Donc, le peuple togolais a écouté ce message, le peuple togolais a plébiscité le parti UNIR lors de ces consultations. Et convenez avec moi que sur 113 députés, le parti UNIR a gagné 108 sièges. Donc, je pense, à mon avis, que ça prouve et ça témoigne que le peuple togolais, dans sa grande majorité, sa plus grande majorité, ont compris le message à l'issue de notre sensibilisation et ont sanctionné du coup ceux qui étaient contre cette réforme. On va en parler tout à l'heure de la sortie des partis politiques et de l'opposition, un peu plus dans le débat. Mais vous l'avez dit, la 5e République va entrer officiellement en vigueur à partir donc, du 6 mai prochain. Alors, comment va-t-il se faire concrètement, dans la pratique? Je disais tantôt que nous sommes déjà dans la 5e République et nous sommes dans le parachèvement de la mise en place des institutions. Donc, de manière concrète, l'Assemblée nationale a été élue et l'Assemblée nationale a adopté son règlement intérieur après que la loi ait été promulguée. Donc, l'Assemblée nationale fonctionne sous la 5e République. Et après l'Assemblée nationale, il y a les élections sénatoriales qui ont eu lieu. Le Sénat est actuellement en séance de droit. Dans les tout prochains jours, nous connaîtrons le bureau du Sénat. Et la loi dit, la Constitution dit qu'après la mise en place du Sénat, on va procéder à la mise en place des autres institutions. De manière concrète à cet effet, le président du Conseil sera désigné par le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Il prêtera serment. Le président de la République également sera élu. Il prêtera serment. Il sera élu par les deux chambres. Vous savez que la nouvelle constitution a consacré un bicaméralisme et un bicéphalisme. Donc le Parlement composé des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, va se réunir en congrès et procédera à l'élection du président de la République. Il prêtera serment et la désignation du président du Conseil qui prêtera également le serment. Et nous serons de manière globale au parachèvement de cette installation et qui bouclera la boucle. Donc de façon concrète, jusqu'au 6 mai, on connaîtra le président du Conseil qui sera désigné par l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on connaîtra également le président de la République. Donc à partir du 7 mai, ces institutions-là seront déjà installées officiellement. Le délai de 12 mois à partir de la promulgation, à l'expiration de ce délai de 12 mois, toutes ces institutions clés de la 5e République seront mises en place et la transition aurait pris fin. Voilà. Alors, notre invité dans le débat de ce matin, dans Taxi Média Show, c'est l'honorable Soklin Bessenou. Il est le député du groupe parlementaire UNIR, 3e secrétaire parlementaire et député à la 6e législature du Parlement de la CEDEAO. Alors, beaucoup de Togolais se posent la question, à savoir, quels sont les principaux objectifs justifiant véritablement la transition de la 4e vers la 5e République au Togo? Sur ce sujet, lors de nos tournées, sur l'initiative du test après ça, avant que le test ne passe en seconde lecture, nous avons pris le temps de faire cette pédagogie. Vous savez, les élections
présidentielles dans la plupart de nos pays sont chrysogènes. Et ça, vous le savez. Avant les élections, il y a toujours une grande agitation. Il y a de la contestation, de la réclamation, revendication. Aux élections, vous savez, il y a tellement de problèmes. Après les résultats, il y a les contestations, il y a les réclamations, le pays est aux arrêts, l'économie est aux arrêts, les investisseurs sont inquiets. C'est un peu partout dans la vie, dans notre sous-région. Vous savez, même dans certains pays, lors d'une élection présidentielle, on a dû transporter les urnes par hélicoptère pour aller atteindre une circonscription électorale. Parce qu'il y a des manifestations, les voies sont bloquées, les gens sont en train de brûler les choses. Et il y a des morts, ainsi de suite. Donc, c'est l'un des facteurs. Aussi, vous savez, les élections présidentielles, ça engendre d'énormes coûts. D'énormes coûts. Les élections présidentielles, c'est d'énormes fonds qui sont engagés. Pour nous, nous avons jugé nécessaire qu'il faille orienter ces fonds vers d'autres secteurs de développement dans notre pays. Et aussi, nous avons constaté à un moment donné que nous sommes dans un cycle perpétuel d'élections. Vous savez, après les élections présidentielles, on fait les élections législatives, après il faut aller aux présidentielles, après il faut aller faire les élections municipales, après c'est les élections, c'est des élections. Nous sommes dans un cycle perpétuel d'élections. Alors que nos pays ont besoin d'une stabilité pour se développer. Et nous avons également interrogé l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, si nous lisons les différents principaux actes qui ont conduit à la conférence souveraine nationale, notre pays avait initialement pour objectif d'implémenter le régime parlementaire. Nous avons questionné l'histoire du début après les indépendances, les premiers gouvernements jusqu'à la conférence souveraine. Notre pays avait soif de ce régime. Et ce régime qui offre plus de stabilité, de garantie. Nous avons vu, si je prends l'exemple de l'Europe, il y a combien de pays de l'Europe qui sont sous un régime présidentiel ou semi-présidentiel? Il y a combien de pays? Je ne sais pas si vous avez fait ce benchmark. La France que nous avons copiée aujourd'hui connaît une instabilité extraordinaire. Donc, à la lumière de tous ces éléments, il faudrait proposer à notre pays un régime qui institue une collaboration entre les pouvoirs et un équilibre, et qui permet à notre pays, à un moment donné, de se focaliser sur les questions de développement. Voici, de façon résumée, les différents motifs qui ont sous-tendu cette proposition de révision constitutionnelle. Mais c'est une réforme qui fait du Togo véritablement, qui fait du Togo l'exception peut-être dans la sous-région, parce que les autres pays de la sous-région sont toujours sur le régime présidentiel, notamment l'organisation des élections. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu, cela fait du Togo l'exception un peu dans la sous-région? Les pays de l'Afrique ont commencé, les gens ont tenu les mêmes discours. Aujourd'hui, même si ce n'est pas dans la CEDEAO, il y a des pays de l'Afrique quand même qui ont un régime parlementaire comme un régime politique et de gouvernance. Et voilà. Alors, concrètement, où en est-on dans, on va dire, vous avez parlé tout à l'heure du président du Conseil, du président donc, de la République qui seront élus, qui vont donc parachever le processus transitoire et surtout le processus de désignation du président du Conseil des ministres et des autres organes exécutifs.
pour dire la vérité, est-ce que ce processus suit le calendrier prévu normalement par rapport donc à ces désignations? Je n'ai pas bien compris votre interrogation. Est-ce que le processus de désignation du président du Conseil des ministres et des autres organes exécutifs suit véritablement le calendrier prévu? Exactement. Si vous voulez bien, je peux vous lire les dispositions transitoires. L'article 95 qui dit, je cite, « Les institutions de la Ve République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. » Nous savons tous que la date d'entrée en vigueur du texte, c'est la date à compter de sa promulgation, le 6 mai. Aujourd'hui, nous sommes dans cet intervalle de 12 mois. Et les institutions sont en train d'évoluer. Et je le disais tantôt, qu'à la fin de ces 12 mois, la boucle sera bouclée. Et je peux continuer. Allez. Les pouvoirs. Bon, l'article, je fais économie de cours de lecture. L'article 97. L'article 97. Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaires transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du président du Conseil. Le bureau de l'Assemblée nationale prend acte de cette désignation et en informe sans délai les députés réunis en séance plénière. Le président du Conseil entre en fonction dès sa prestation de serment. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a rien qui... Le calendrier suit son cours normal et je lui disais, à la fin des 12 mois prévus, les institutions clés seront mises en place. Alors, on a vu que on va dire, dans le discours de ceux qui sont contre la constitution de la Ve République, beaucoup disent que la transition entre les deux républiques voilà, implique un changement de régime politique. D'autres parlent de vide juridique ou institutionnel. Que vous y voyez un vide juridique ou institutionnel sur la continuité du pouvoir? Je vous lis l'article 97, alinéa 1er de la Constitution de la Ve République. Allez. L'article 97, alinéa 1er dit: les pouvoirs du président de la République en fonction au moment de la promulgation de la présente Constitution ne viendront à expiration qu'après l'entrée en fonction du président du Conseil et l'élection du président de la République. Où est le vide? Où est le vide? Et il n'y a même pas. Vous savez, je suis très fier que maintenant, les gens ont abandonné les vains discours pour maintenant revenir sur le fond du texte. Et je le dis, s'ils veulent, on peut s'asseoir pour lire au Togolais, article par article, ceux-là, entre guillemets, qui n'étaient pas là au moment où nous avons fait des tournées, ceux-là qui n'ont pas saisi l'occasion pendant nos passages sur les antennes pour comprendre ces Togolais, ces quelques Togolais qui restent encore. Nous pouvons continuer cette pédagogie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes ici ce matin et nous mettons ceux qui disent qu'il y a un vide, de nous prouver là où il y a le vide. Sinon, l'article 97 est clair et net. Et il n'y a aucun vide. Aucun vide. Donc, il y a une continuité du pouvoir et que à partir donc, du 6 mai, avec l'installation du président du Conseil et également le président de la République, il y aura véritablement une continuité du pouvoir. Vous nous dites, honorable... C'est la Constitution,
de la 5e République, en se fondant sur la Constitution. En son article 97, alinéa 1er, qui précise, qui donne cette précision. Donc, l'entrée en fonction du président du Conseil et l'élection du président de la République met fin aux fonctions du président de la République au moment où cette constitution a été promulguée. Ça, c'est très clair. Et donc, j'invite les citoyens à se procurer de cette constitution pour lire ces pertinentes dispositions, pour ne pas se laisser berner par des gens qui ont d'autres objectifs. L'invité du débat de Taxi Media Show ce jeudi 27 mars 2025, c'est l'honorable Soklingbe Senou. Il est député du groupe parlementaire UNIR, 3e secrétaire parlementaire et député à la 6e législature du Parlement de la CEDEAO. Nous allons observer la pause à 8 heures et lorsque nous allons revenir, nous allons continuer ce débat sur la constitution de la 5e République au Togo avec notre invité. À tout à l'heure. La deuxième partie du débat dans Taxi Media Show de ce jeudi 27 mars 2025, notre invité, c'est l'honorable Soklingbe Senou, député du groupe parlementaire UNIR, 3e secrétaire parlementaire et député à la 6e législature du Parlement de la CEDEAO. Avec lui, nous discutons donc de la constitution de la 5e République au Togo, les avancées dans la mise en place des nouvelles institutions. Alors, au début donc de cet entretien, honorable Soklingbe, vous parlez donc des contestataires donc de cette constitution de la 5e République et bien évidemment l'opposition et certaines organisations de la société civile vont debout contre ce grand changement dans la vie politique du Togo. Les partis politiques de l'opposition et CESASC ont notamment organisé le dimanche dernier un grand meeting pour dire non à la 5e République. Les différents personnalités de l'opposition se sont succédées donc pour qualifier, je cite, de coup d'État constitutionnel le changement de la Constitution. Alors, honnêtement, quelle est votre réaction par rapport donc à cette posture prise par l'opposition togolaise appuyée par certaines organisations de la société civile? Merci, M. Mick. Je voudrais dire que ça ne nous étonne même pas. Et la première question qu'on pouvait se poser, l'interrogation qu'on pouvait légitimement se faire, et de demander pourquoi pratiquement c'est après un an que ces mêmes personnes qui, après l'adoption de cette constitution, je le disais à un moment, avaient demandé aux Togolais, lors des consultations électorales législatives, de sanctionner le parti UNIR. Parce que, se disait-il, les députés étaient en fin de mandat. Ils n'avaient pas de pouvoir. Ils ne pouvaient pas faire des réformes. Ils ont chanté toutes les chansons. Et quand les résultats de ces élections ont été proclamés, certains ont dit que nous n'allons pas siéger à l'Assemblée nationale. Et c'est une insulte à leurs électeurs. Ils ont entendu et n'ont plus de choix quand les élections sénatoriales sont annoncées. Ils disent qu'on leur a attribué le score, que véritablement ils n'ont pas été battus lors de cette élection, que c'est une parodie d'élection. Lors de leur meeting la fois dernière, ils n'ont pas dit ça. Ça, ils n'ont pas dit. Et vous savez, ce sont des gens que si eux, ils gagnent dans une circonscription, on ne les vole pas là-bas. Donc, c'est là où eux, ils n'ont pas gagné, c'est là-bas qu'on les a volés. Donc, vous imaginez déjà. Donc, si moi, je gagne dans une circonscription, on ne me vole pas là-bas. Donc, c'est là où je n'ai pas gagné, c'est là-bas qu'on m'a volé. Et puis,
Est-ce que vous croyez encore à ces gens? Est-ce que vous les croyez encore? Parce que c'est la même chanson. À chaque élection, c'est la même chanson. On nous a volé, on nous a triché, on nous a... Ils sont surpris de leur score. Et surtout, ceux qui ont récolté ces maigres scores, ils ont dit qu'ils ne vont pas siéger parce que l'Assemblée nationale, c'est la 5e République. Après, ils disent qu'ils ne vont pas aller aux élections sénatoriales parce que c'est sous la 5e République. Vous savez, ce qu'ils disent là, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de commencer par dire ça? Ils ont décidé d'aller aux élections municipales. Et il faut justifier ce choix. Parce que les élections municipales, c'est sous la 5e République. Ça veut dire l'Assemblée nationale, nous n'allons pas siéger. C'est sous la 5e République. Les élections sénatoriales, nous n'allons pas participer. C'est sous la 5e République. Mais les élections municipales, nous allons participer. Vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Maintenant, il faut trouver un habillage. Il faut faire de la politique politicienne. Il faut berner le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que l'opposition ou les leaders de l'opposition ne sont pas conséquents dans leur discours? Non, mais c'est l'incohérence absolue. C'est la contradiction absolue. Et pour preuve, vous voyez comment est-ce que c'est des exclusions ici, ce sont des démissions par ici, de manière quotidienne. Aujourd'hui, ce parti, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Disons la vérité. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir et chercher à se reconstruire pour aller de l'avant. C'est ce qui est important. Sur la question du coup d'État constitutionnel, c'est très facile de prononcer le mot, mais est-ce qu'on arrive à les justifier? On n'arrive pas à les justifier. La réforme qui a été faite, c'est la Constitution de 92 qui a organisé sa propre révision. Ils ne vous ont pas dit si on a, dans la procédure de révision, s'il y a une disposition qui a été violée. Ils ne vous le disent pas. Un coup d'État constitutionnel. Et puis, de surcroît, vous savez, à un niveau de responsabilité donné, il faut aussi savoir se prendre. Moi, je suis très peiné d'entendre un leader de son rang, que je respecte beaucoup d'ailleurs, dire lors de cette réunion, que la Constitution de la 5e République n'a pas instauré un régime parlementaire. Et que, vous voulez parler du meeting? Et que, oui, lors de ce meeting, et que l'article 54 ne donne pas le droit à l'Assemblée nationale, aux députés, de voter une motion de censure, de défiance contre le gouvernement, mais donne le droit à celui qui n'est pas élu de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, honorable Soklembe, nous allons, vous faites bien de le dire, puisque nous allons écouter Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, lors donc de ce meeting, en parlant bien évidemment de ce régime parlementaire. On l'écoute. Le refus absolu de la Constitution de la fameuse 5e République. Évidemment, le refus absolu de la 5e République. Et donc, on a expliqué un peu à l'auditoire les raisons qui motivent cette attitude. C'est très simple. Cette Constitution n'a pas été changée dans les normes, en violation des articles de la Constitution, et surtout sans consulter le peuple qui détient la souveraineté. Et ça, c'est la première chose. Mais dans l'exposé des motifs, on dit que le régime parlementaire va faire basculer le taureau dans la modernité. Sauf que le régime qu'instaure la Constitution n'est pas un régime parlementaire. Et ce n'est pas une affirmation comme ça en l'air. Un des principes fondamentaux du régime parlementaire, c'est la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Ça veut dire un gouvernement qui perd la confiance de l'Assemblée nationale, il fait quoi? Il démissionne. Or, l'article 54 de la Constitution inverse le phénomène, c'est-à-dire que quand le gouvernement introduit
engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, s'il n'obtient pas cette confiance qu'il demande à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait? Le président du Conseil, au lieu de démissionner comme ça se passe dans les régimes parlementaires véritables, il a la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est l'Assemblée nationale qui est sanctionnée par son refus de valider le programme du gouvernement. Alors, est-ce que ça veut dire engager sa responsabilité? Ça s'appelle engager sa responsabilité. En français, non. Donc, contrairement à ce qu'il affirme, le régime qu'instaure la nouvelle constitution n'est pas un régime parlementaire. Le régime qu'instaure la constitution de la Ve République n'est pas un régime parlementaire. Jean-Pierre Fabre l'affirme haut et fort. Je voudrais avoir votre réaction par rapport à sa déclaration. Au fait, je vous le dis que quand moi j'entends ces propos, ça ne me surprend pas. D'abord, il a dit que dans la procédure de révision, il y a des dispositions de la Constitution qui ont été violées. Les articles ont été violés. Est-ce qu'il a pu citer un seul article? Est-ce qu'il a pu citer un seul article qui a été violé? Il n'a pas cité. Donc c'est sciemment qu'on lance des propos comme ça, juste pour berner les gens. Et secondo, sur l'article 54, il dit que l'Assemblée nationale n'a pas le droit de renverser le gouvernement. En clair, c'est ce qu'il dit. Je vous lis les dispositions de l'article 54. Moi, je pense que si on est vraiment cohérent, si on est sincère, si on est honnête, il faut lire le texte là, lors de ce meeting-là, devant les gens. Il faut lire ça. Je vous lis l'article 54 dans son entièreté. Je crois que les gens sont à l'écoute. Le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. Est-ce que vous voyez? Mais on nous dit qu'il ne peut pas engager sa responsabilité. Et on donne des interprétations de manière bizarre. Le deuxième alinéa dit, si le gouvernement n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, le président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale dans les 30 jours selon les dispositions de l'article 51 de la présente Constitution. Donc, c'est de ça... C'est justement de ça il s'agit. Oui. Exactement, c'est de ça il s'agit. Maintenant, suivons les autres alinéas du texte pour voir comment est-ce que ce droit de dissolution qui est donné au président du Conseil est encadré. Suivons. Allez-y. Le droit de dissolution s'éteint. Écoutez bien. Le droit de dissolution s'éteint dès que le parti ou la coalition politique majoritaire à l'Assemblée nationale a transmis au bureau de l'Assemblée nationale le nom du nouveau président du Conseil désigné conformément à l'article 48 de la présente Constitution. L'article 30 donne une marge de 30 jours au président de pouvoir organiser la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais le troisième alinéa dit ce droit du président du Conseil, là, ça s'éteint. C'est fini. Ça s'éteint lorsque le parti majoritaire, qui ne lui a pas donné la confiance, désigne son successeur. Il ne peut plus dissoudre. Mais est-ce qu'on va dire que ce qu'on nous sert là, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Moi, je pense que si on est cohérent, si on sait qu'on dit la vérité, on est sincère, qu'on lise toutes les dispositions et puis les gens vont apprécier. Pourquoi on pique le deuxième alinéa seul du texte et puis on dit que c'est pas ça? Mais moi, je vais continuer quand même la lecture. Je vais terminer la lecture de l'article 54. Le quatrième alinéa. Le quatrième alinéa de l'article 54. L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. Ça, ce n'est même pas sur son programme. L'Assemblée nationale, dans son interpellation, son droit d'interpellation,
peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. Ça, c'est le droit, c'est la Constitution, le 4e alinéa de l'article 54 qui le dit. En plus, la possibilité d'éteindre le droit de dissolution car le président du Conseil, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. Une telle motion transmise au bureau de l'Assemblée nationale par le parti national, par le parti président du Conseil. Donc, juste 2/5 des membres de l'Assemblée nationale peut introduire une motion de défiance contre le gouvernement en désignant le nom du successeur du président du Conseil. Et le dernier alinéa, qui est l'alinéa 5, dit la motion de défiance est votée à la majorité des 3/4 des membres de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'à la lumière de ce contenu de l'article 54, ce que le leader de l'ANC dit, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est conséquent? Honorable Sokone Bessenou, dans la conception aujourd'hui, dans le contexte de notre Assemblée nationale, qui a 108 députés du parti UNIR, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que les députés peuvent refuser l'approbation au gouvernement dans ce contexte-là? Vous savez, c'est un parti politique qui a ses instances. Le parti a la majorité à l'Assemblée nationale. Le parti va fonctionner. Les décisions prises par un parti majoritaire à l'Assemblée, ce sont des décisions qui sont, à un moment donné, au regard d'un certain nombre de choses, prises pour des raisons précises. Je disais hier que au Canada, Justin Trudeau a démissionné et son parti a investi Mark Carney, qui est devenu Premier ministre. Mais pourtant, c'est lui le leader du Parti libéral. En Grande-Bretagne, la toute-puissante Margaret Thatcher avait démissionné parce que son parti ne voulait plus de lui. Moi, je pense que c'est une constitution et la loi, elle est générale, elle est impersonnelle. Il ne faut pas chercher les gens dans une disposition constitutionnelle. Ce qu'il a dit, ce qu'il a servi lors du meeting là, est-ce que ça c'est vrai au regard de la lecture que je viens de faire de l'article 54? Ce n'est pas vrai. Je pense que vous avez fait une lecture. Contourner la limitation des mandats. Quelle est votre analyse par rapport à cette posture-là? Moi, je pense que je l'ai dit. Vous savez que celui qui a dit ça, ce représentant de la société civile, vous savez que les gens, on m'a dit qu'il était un membre fondateur de l'ANC. Vous voulez parler de qui? Celui qui a dit ça. Donc, moi, je ne reviens pas sur ces détails-là. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, je voudrais faire 3 observations. La première, en 2019, le parti UNIR avait une majorité à l'Assemblée nationale. Mais pourtant, la réforme de 2019 qui limitait le mandat a prospéré. Si le parti UNIR voudrait que son leader, qui est le président fort, reste ad vitam au pouvoir, la majorité du parti UNIR n'allait pas voter pour cette limitation en 2019. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, c'est que en 2024, quand nous étions à l'Assemblée nationale et que nous nous rendons compte que peut-être en limitant le mandat, nous devons plutôt maintenir le chef de l'État. Nous devons peut-être sauter le verrou pour que le boulevard soit ouvert, pour que le mandat ne soit pas limité.
qu'est-ce que nous devrons faire à l'époque? Nous devons sauter la disposition qui limitait le mandat. C'est tout. Nous allons simplement sauter la limitation, le verrou de la limitation des mandats, et puis c'est fini. Maintenant, revenant sur la disposition, la Constitution, les gens disent qu'on veut contourner la limitation. J'ai donné déjà 2 arguments qui prouvent à suffire qu'à aucun moment, il ne s'agit pas de contourner une quelconque limitation de mandat. Maintenant, ici, le pouvoir maintenant appartient au peuple, c'est-à-dire à travers les députés. La désignation du président du Conseil émane de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, à tout moment, si cette majorité est perdue, c'est fini. Ou bien, on dirait même que le président du Conseil même n'a pas de mandat. Au regard des dispositions de l'article 54 et au regard du principe, il s'agit. Pourquoi les gens vont parler? Bon. Voilà. Honorable Sokling Bessenou, c'est lui notre invité dans le débat de ce matin dans Taxi Media Show. Nous parlons donc de la constitution de la 5e République avec lui. Et nous faisons donc le tour des dispositions et également des avancées donc de la mise en place des institutions de la 5e République. Voilà. Et aujourd'hui, quels sont les défis rencontrés dans l'installation des nouvelles institutions? En termes de défis, vous savez que c'est une nouvelle réforme. Les dispositions sont tellement claires et précises qu'il n'y a pas même lieu de s'interroger sur une quelconque disposition. Et vous savez, dans la rédaction d'une loi, ce qui importe, c'est la clarté, c'est la précision. Et quand la loi est claire, quand elle est précise, je pense que sa mise en œuvre ne poserait aucun problème. Donc, jusqu'à cet instant, en termes de défis, relativement aux dispositions de la Constitution, il n'y a pas une difficulté, il n'y a pas de défi, sauf que nous restons quand même vigilants, nous restons cohérents, et je crois que le gouvernement poursuit tout ce qu'il doit faire pour que l'installation des institutions se fasse de manière correcte, de manière normale, en respectant la disposition relative au délai constitutionnel. Voilà, nous avons reçu, et c'est aussi le principe donc, de cette émission, une question d'un citoyen qui suit actuellement notre direct, qui dit bonjour honorable, est-ce que la Constitution, c'est la Constitution qui enfreint le développement du Togo? Il veut parler du développement du pays dans tous les domaines. Est-ce que vous pensez que c'est une question de constitution ou c'est une question également de mise en œuvre de plusieurs entités, notamment la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et bien d'autres? Je pense, à mon humble avis, que l'instabilité, le commencement perpétuel des élections avec ce que cela engendre peut constituer l'un des handicaps aux politiques de développement. Et je le disais que dans un pays où il y a des problèmes, surtout généralement en Afrique, quand on parle d'élections, les investisseurs sont frileux. Et l'investissement est le poumon du développement. Je pense qu'un système qui offrirait à notre pays une plus grande stabilité permettrait à ce pays de se concentrer sur les questions de développement et de pouvoir évoluer. Et quel changement observe-t-on déjà, puisque la Constitution est déjà
mise en œuvre. Quel changement observons déjà dans la nouvelle gouvernance? Oui, nous, à notre niveau à l'Assemblée nationale, il y a une nouvelle méthode de travail qui est calquée sur cette nouvelle constitution. Vous savez que dans les régimes parlementaires, il y a une collaboration accrue entre l'exécutif et le législatif. Aujourd'hui, nous avons noté un changement dans la manière dont les relations avec le gouvernement étaient précédemment. Il y a aujourd'hui une forme de collaboration qui vraiment donne une ouverture assez large sur ce que les députés pensent demain, après-demain, dans 5 ans. Et vous savez que sur la base de cette nouvelle constitution, nous avions fait une tournée sur le territoire national où nous avons rencontré les populations. Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons recueilli des préoccupations des populations, préfecture par préfecture, commune par commune. Et après, ça va faire une synthèse de toutes ces préoccupations. Nous avons eu une rencontre avec le gouvernement où nous avons partagé ces préoccupations dans leur entièreté avec le gouvernement. La première ministre était présente, tous les ministres étaient là. Nous avons fait des échanges interactifs où des ministres sont directement instruits sur des questions précises. Donc, pour moi, cette nouvelle méthode ou bien cette nouvelle forme de collaboration est l'un des points à mettre déjà à l'actif de cette nouvelle réforme. Et le Sénat qui viendra, qui va s'ajouter à ce sera le second organe légiférant. Parce que la loi va désormais faire une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Quand l'Assemblée nationale va adopter le texte en première lecture, le texte va aller au Sénat, le Sénat va apporter ses contributions. C'est pour ça que je disais qu'il y a une participation citoyenne accrue. Vous savez que les sénateurs, la plupart, viennent des collectivités territoriales. Les députés sont élus par le peuple, les sénateurs viennent des collectivités territoriales. Donc, cette forme de collaboration et de travail va sans nul doute entraîner des textes plus qualitatifs et qui prennent en compte, parce que quand vous êtes un représentant d'une collectivité territoriale, quand un texte va arriver, vous allez essayer d'examiner ces aspects-là. Et je pense que les Togolais doivent percevoir les jours à venir cette réforme qui a été effectuée et qui est entrée en vigueur, contrairement à ce que les gens leur servent. Je pense que nous devons patienter, nous devons voir ce que cette réforme nous apporte de manière positive. Je disais, l'Éthiopie, aujourd'hui, si nous voyons comment est-ce que ce pays a été développé, c'est le régime parlementaire. Vous connaissez mieux que moi les différents types de révolutions qu'il y a eu en Éthiopie, les différentes crises, et ainsi de suite. Dès que l'Éthiopie est basculée dans le régime parlementaire, vous avez vu la stabilité que ce pays a connue et aujourd'hui son niveau de développement. Je disais tantôt que les pays qui ont expérimenté le régime parlementaire, c'est un système qui offre une stabilité vraiment salutaire au développement. Alors, honorable Soklambe Senou, nous tirons vers la fin de ce débat, mais il y a une question très importante, c'est la question de la justice. Alors, le fonctionnement de la justice, est-ce que ce fonctionnement a-t-il été impacté par cette réforme? Y a-t-il un renforcement sur son indépendance? Parce que on voit beaucoup, on parle beaucoup
de la justice, l'indépendance de la justice. On voit des gens arrêtés qui ne sont pas jugés. Aujourd'hui, il y a des questions de prisonniers politiques, même si on peut parler donc de certains qui sont incarcérés. Aujourd'hui, l'indépendance de la justice, est-ce qu'avec cette nouvelle constitution, on peut espérer que la justice togolaise va mieux se porter? Je voudrais d'abord parler de prisonniers politiques. Moi, à mon avis, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que cette nouvelle constitution a désormais institué une juridiction à double ordre. Il y a les juridictions administratives chapeautées par le Conseil d'État et les juridictions judiciaires chapeautées par la Cour de cassation. Et je crois que ce double degré de juridiction, bien sûr, double ordre de juridiction, est l'un des facteurs qu'il faut saluer à travers cette constitution. Et je crois que, fondamentalement, la justice va connaître une nouvelle forme de fonctionnement dans notre pays. On l'espère vivement. Alors, quels sont aujourd'hui, quel message avez-vous à adresser au peuple togolais? Beaucoup sont un peu dans l'expectative de cette réforme et beaucoup disent on attend de voir. Quel message avez-vous à l'endroit des Togolais? Je voudrais d'abord dire que les Togolaises et les Togolais, qu'ils ne se laissent pas berner par ceux-là qui servent des discours amphigouriques, des discours totalement erronés et qui font de fausses déclarations, de fausses affirmations par rapport aux dispositions de la nouvelle constitution. Que les gens se préoccupent, se procurent de cette nouvelle constitution et que les gens se mettent à la lire et comprendraient mieux, plutôt que de se laisser servir des choses pour des fins politiciennes. Le second élément, nous allons l'avoir. Je disais tantôt que les élections présidentielles coûtent énormément. Ces fonds seront orientés vers des secteurs prioritaires et la garantie de développement que nous poursuivons à partir de l'installation définitive des institutions de la Ve République, le peuple togolais fera cette nouvelle forme de gouvernance qui est beaucoup plus axée sur la participation citoyenne. Et je crois que nous allons noter un grand changement dans notre pays. À terme, on peut espérer une démocratisation plus effective avec ce nouveau modèle de gouvernance. Exactement. Quand le peuple, on confère la participation citoyenne au peuple, c'est plus démocratique. Honorable Soklengbe Senou, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes député du groupe parlementaire UNIR à l'Assemblée nationale, 3e secrétaire parlementaire, et puis député à la 6e législature du Parlement de la CEDEAO. Merci d'être passé pour mieux nous décortiquer la constitution de la Ve République au Togo dans la mise en place des institutions et également cette avancée-là dans cette mise en place des institutions de la nouvelle République. Nous vous remercions et nous vous disons également merci de nous avoir offert cette occasion de passer par vos antennes pour pouvoir expliquer davantage de manière pédagogique les dispositions de cette nouvelle constitution. Merci. Merci beaucoup. Taxi Média Show de ce jeudi 27 mars 2025 s'achève. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Saint-Irrigator qui a assuré la première partie de cette revue avec les journaux qui sont dans les kiosques et en seconde partie, notre invité honorable Soklengbe Senou. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, vendredi, pour la dernière version de Taxi Média Show avec, bien évidemment, les journaux dans les kiosques.